Bien, donc bonjour à tous, on vous remercie de votre présence. Et du coup, nous, on est venus aujourd'hui pour vous parler de blockchain. La blockchain, ah, super Fred. Bon, tu vas nous faire miner un petit peu de Bitcoin, hein, on va gagner un peu d'argent aujourd'hui alors. Ah, d'accord, je commence à comprendre pourquoi il y a du monde dans la salle. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Nous, on ne s'adresse pas aujourd'hui à des investisseurs, on est bien là dans le cadre d'une conf technique. Donc on est plutôt là pour parler de la technologie blockchain et donc techniquement comment ça marche. On peut commencer par se présenter du coup. Alors moi je m'appelle Fabrice Despaolis, je suis tech lead dans une équipe au Page Jaune qui s'occupe de search, de conversation et qui fait un petit peu d'intelligence artificielle. Et donc moi je m'appelle Frédéric Chantrel, je travaille dans la même équipe de Fabrice, on a un petit peu le même rôle, donc je travaille aussi sur le search, un bot conversationnel et puis un peu de machine learning. Alors, en guise de préambule, hein, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas des experts de la blockchain. Avec Fred, on est des techos, on aime bien s'intéresser à tout ce qui sort, toutes les nouvelles technologies. Et en fait, on a des approches un peu similaires quand on s'intéresse à ça. On a une approche basée plutôt sur le code. Donc, quand on essaye de voir un petit peu comment fonctionnent les choses pour essayer de les comprendre le mieux possible. Et sur le sujet de la blockchain, justement, sans se concerter véritablement, on s'y est intéressé, on a essayé de voir tous les deux de notre côté comment elle fonctionnait en essayant d'en coder un petit bout. Et en discutant, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un retour sur la façon dont on avait procédé et de vous montrer comment fonctionnait une blockchain par le biais du code. Donc voilà, donc ce qu'on va faire pendant cette présentation, c'est d'abord faire quelques slides un peu théoriques pour se familiariser avec le vocabulaire de la blockchain et ensuite on enchaînera avec du live coding et pour ceux qui seraient allergiques, ce sera en Python. Je préfère prévenir tout de suite. Alors, avant de rentrer vraiment dans la technique, juste un petit rappel historique sur le mot blockchain. En fait, on a commencé à en parler beaucoup à partir de 2008, à la suite de la publication d'une thèse de Satoshi Nakamoto. Donc, alors, faut savoir que derrière ce pseudonyme, en fait, se cache une personne. Aujourd'hui, on ne sait pas qui il est. On ne sait même pas s'il est japonais ou pas. Donc si jamais il est dans la salle aujourd'hui, je pense que c'est le moment de nous dire qui il est réellement. Non, il n'y a pas de main levée, non, on ne saura pas. Donc en fait, et quand on parle de blockchain, en fait, les gens très souvent ont l'image de crypto-monnaie. Donc à travers le Bitcoin essentiellement, c'est celui-là dont on parle le plus encore en ce moment en tout cas. Et il y a plein d'autres crypto-monnaies, il y en a plusieurs centaines. Il y a aussi donc l'Ether, le Monero, et il y a d'autres cas d'usage que les crypto-monnaies. Entre autres, il y a deux startups dont on peut parler brièvement. L'O3 Energy, c'est une startup donc, qui permet de mettre en relation des particuliers pour se fournir entre eux de l'électricité à travers de l'énergie solaire. Donc aujourd'hui, si vous disposez sur votre maison de panneaux solaires, en fait, vous êtes obligé de passer par EDF ou quelqu'un comme ça pour la revendre à votre voisin. L'idée de l'O3 Energy, c'est de se baser de ce tiers de confiance et de vous adresser directement à votre voisin. De la même manière, il y a une société qui s'appelle Lazuz qui permet de mettre en relation des particuliers pour du covoiturage, donc à l'image de BlaBlaCar ou Uber, mais tout ça, encore une fois, en se passant d'un tiers de confiance. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière tous ces projets, l'idée commune, c'est bien de se baser d'un tiers de confiance. Et après, il y a plein d'autres cas d'application. En ce moment, on parle pas mal d'un cas d'usage du MIT, par exemple, pour certifier à travers une blockchain que des gens détiennent bien un diplôme, par exemple. Sachant qu'aujourd'hui, il y a
pas mal de fraudes. Et quand un employeur il reçoit un CV imprimé, en fait, avec éventuellement des diplômes qui sont joints à sa lettre de motivation, il n'a pas la garantie que son diplôme est bien réel. On peut continuer la présentation en parlant un petit peu de définition. Il y en a une qu'on aime bien avec Fred, là, qui est assez simple, qui fait un parallèle entre la blockchain et un immense registre, en fait. C'est un immense registre avec des propriétés assez intéressantes. D'abord, tout le monde peut le lire et n'importe qui peut écrire dessus. Et en plus de ça, chacune des pages des cahiers, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas l'effacer non plus, et le cahier en lui-même, il est complètement indestructible. Ça constitue les propriétés principales de la blockchain. Alors si on regarde un petit peu plus dans les détails, je parlais d'un registre. Là, si on imagine dans un cas d'usage qui traiterait de crypto-monnaie, par exemple une nouvelle crypto-monnaie dont on va reparler sans doute tout à l'heure, le Bracecoin, on aurait un registre dans lequel on aurait sur chaque page des transactions de cette monnaie. Donc, par exemple, ici, on voit que Nolwenn a donné 10 Bracecoin à Goulven à 10 heures et qu'une autre transaction a eu lieu 2 minutes plus tard. Donc, le fait d'avoir toutes les transactions inscrites dans ce registre, que tout le monde peut lire, ça permet de savoir à n'importe quel moment qui a payé quelle somme à qui. Et de ce fait, en reprenant toutes les écritures depuis le début du cahier, de faire le solde de tous les comptes. Voilà. Donc, quand on parle de blockchain, il y a l'idée de chaîne. Cette idée de chaîne, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque cahier est un cahier fini. Donc, au bout d'un moment, on a écrit toutes les transactions, toutes les pages du cahier ont été écrites, et donc on prend un autre cahier. Donc, pour lier ces cahiers entre eux, on inclut dans chaque cahier ou dans chaque registre un résumé du cahier précédent. C'est ce qui va lier les cahiers entre eux, et donc, comme on va le voir tout à l'heure, les blocs entre eux. De manière, généralement, dans les blockchains, ce qu'on utilise pour faire ces résumés, c'est qu'on utilise une fonction de hash qui a l'intérêt de pouvoir traduire tout le contenu d'un cahier sur une seule valeur, et cette valeur, elle est irréversible. On n'est pas capable de retrouver le contenu du cahier à partir de cette valeur. Et c'est une manière de vérifier que le livre n'a jamais été modifié. Donc si vous avez bien compris ce que vient de vous expliquer Fabrice, très grossièrement, on pourrait dire qu'une blockchain, finalement, c'est une base de données parce qu'elle permet d'une part de stocker de l'information. On a stocké toutes les transactions qui ont eu lieu. Et puis, ça permet également de diffuser l'information. Après, il y a quelques caractéristiques qui la différencient d'une base de données classique. C'est qu'il y a 3 fondamentaux. Le premier, c'est que par nature, cette base de données, elle est distribuée, donc à travers un réseau peer-to-peer, dans lequel chaque nœud du réseau possède l'intégralité de la blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Dans une blockchain, chaque nœud comporte l'intégralité du registre. Ensuite, une deuxième propriété intéressante de la blockchain, c'est qu'elle est infalsifiable. La seule façon de corrompre une blockchain, ce serait on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, mais pour corrompre une blockchain, il faudrait posséder sur le réseau peer-to-peer plus de 50% des nœuds et corrompre tous les nœuds qu'on possède. Ensuite, il y a une troisième propriété importante, c'est que la blockchain, elle permet d'être anonyme. Donc, on partage l'information. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on divulgue tout ce qui se cache derrière cette information. Donc, dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure sur le registre, on voyait que Goulven faisait des transactions à Nolwenn, que Loïc faisait des transactions à Nolwenn, etc. En fait, dans la vraie vie, dans une blockchain, on n'aura pas les noms des personnes, mais il y a un système de clés privées, clés publiques, auquel correspond une adresse, et dans ce registre on aura finalement l'adresse qui correspond à ces personnes.
Alors, pour finir de bien fixer les idées, on va prendre un exemple pratique, en fait. Donc, toujours sur notre idée du Breastcoin. Donc, imaginons que Nolwenn veuille transmettre 10 Breastcoins à Goulven, comme tout à l'heure. Donc, elle va utiliser un logiciel pour effectuer sa transaction. Cette transaction, elle va être transmise à un nœud du réseau blockchain qui va la diffuser sur les autres nœuds du réseau. Et la particularité, c'est que cette transaction, elle ne va pas être validée immédiatement. Il va falloir qu'il y ait un processus de minage, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et qu'est-ce que ça veut dire que miner? En fait, n'importe quel nœud du réseau peut miner. Miner, ça veut dire accéder en écriture au registre de la blockchain. Et donc, pour miner, en fait, on impose au nœud une preuve de travail. Cette épreuve de travail, c'est finalement une énigme mathématique à résoudre. Et le fait d'imposer cette preuve de travail, ça permet de mettre en concurrence tous les nœuds du réseau, parce que finalement, un seul nœud va être récompensé pour avoir accompli cette preuve de travail. Donc finalement, si on en revient à la transaction de Nolwenn, un réseau va décider de miner les transactions, il va prendre les transactions en attente, il va les ajouter à un bloc, il va effectuer une preuve de travail, et au final, il va ajouter ce nouveau bloc à la version de la blockchain qu'il a en local. Donc cette nouvelle chaîne, pour qu'elle devienne la chaîne de référence, il va falloir la soumettre à un consensus auprès de tous les autres nœuds du réseau. Donc il va la soumettre, et si jamais elle est acceptée par l'ensemble des autres nœuds comme étant la nouvelle chaîne de référence, eh bien, elle va devenir cette chaîne de référence. Donc on espère avoir fixé un petit peu au moins le vocabulaire qui se cache derrière la blockchain. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de commencer la partie live coding. Donc alors, on a commencé par se dire si on recodait la blockchain Bitcoin, il se trouve qu'on n'a pas tout à fait les compétences et en plus on aurait manqué de temps. Donc on a simplifié un peu le problème et nous on va essayer de créer une nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle le Breastcoin. Quel raccourci on a pris dans notre blockchain Breastcoin? Le premier, c'est qu'on a parlé de réseau peer-to-peer tout à l'heure. Cette partie-là, en fait, on va la bypasser et nous, on va se concentrer uniquement sur le travail que doit faire un nœud en local. Donc on verra qu'un nœud dans le réseau pair à pair. Ensuite, on a dit que les données, elles étaient anonymisées dans la blockchain. Par souci de simplicité, nous, de la même manière, dans la blockchain qu'on va coder, on a pris le parti d'avoir les données brutes. Donc il n'y aura pas d'anonymisation. Et une autre partie qu'on a simplifiée, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond, mais pour que les relations se passent bien entre chaque nœud, il y a un algorithme de consensus. Et nous, l'algorithme de consensus qu'on a choisi, il est un petit peu naïf. Dans la vraie vie, ce serait bien d'avoir un algorithme un peu plus élaboré. Donc là, c'est la partie où Fabrice va commencer à coder. Ok, bon, bah, oh là là, ça va trop vite. Ok, donc je vous propose de passer à la partie codage. Alors, une petite opération pour qu'on voit ce qui se passe. Si j'arrive à retrouver mon curseur de souris, ce qui n'est pas fait. Donc on va live coder là dans le langage Python et on utilise l'éditeur PyCharm donc que Fabrice vient d'ouvrir là. Donc, quel éditeur d'IntelliJ. Hein. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on allait se concentrer sur le comportement d'un nœud du réseau. Donc, ce qu'on a fait, on vous l'a expliqué, hein, les nœuds du réseau, dans un réseau, pour Bitcoin par exemple, ils communiquent en peer-to-peer. Nous, on a simulé le comportement d'un nœud au travers une API REST. Donc, ce qu'on a fait ici, là, c'est qu'on a un squelette d'API qui décrit finalement le contrat d'interface d'un nœud de la blockchain. Donc on va parcourir ensemble un petit peu les méthodes et on verra après comment coder ce qui nous manque, c'est-à-dire toute la partie comportement de la blockchain proprement dite. Donc en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est que d'abord le nœud, il devait accepter des transactions. Donc ces transactions, c'est les transactions qui vont être en attente et qu'il va pouvoir utiliser après pour créer un nouveau bloc. Donc on a une méthode qui permet d'ajouter des transactions au nœud. On a une méthode qui permet de créer un bloc
donc qui va prendre les transactions qui sont en attente, les ajouter à un bloc et qui va miner ce bloc pour pouvoir le proposer par la suite au réseau. Ensuite, si on imagine que ce nœud il veut communiquer avec son environnement, il va falloir qu'il puisse proposer la version de la chaîne qu'il a en local aux autres nœuds du réseau afin qu'ils puissent ces autres nœuds accepter éventuellement cette chaîne comme chaîne de référence. Donc on a la méthode chaîne qui expose cette chaîne. On a ensuite, si on voulait simuler également le fait qu'un nœud connaisse son environnement, une méthode qui permet aux autres nœuds de s'enregistrer auprès de lui afin qu'ils connaissent les autres nœuds du réseau. Et enfin, on a une méthode Resolve qui permet d'aller examiner sur les autres nœuds du réseau les différentes versions de chaînes qui existent et d'aller les comparer à la version de la chaîne qu'on a en local afin de savoir s'il y a une chaîne qui se situe ailleurs sur le réseau qui doit constituer la nouvelle chaîne de référence. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc ce qu'on peut dire là, c'est que ici on utilise une API Flask, la librairie Flask de Python, et on voit que ça compile pas. J'ai pas la classe blockchain ici. Et si jamais je lance mon serveur, normalement ça marche pas. C'est bon, tout va bien. Ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est créer cette classe blockchain et les blocs pour faire fonctionner cette API. Donc allons-y gaiement. Du coup, là, vous l'avez compris, on a le squelette de notre API auquel on ne va pas retoucher, il est en place. Et ce qu'on va coder, c'est la partie métier. Donc là, pour commencer, Fabrice va créer un nouveau fichier, donc blockchain.py, dans lequel on va créer notre classe blockchain. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre objet blockchain? Il a quelques propriétés, on a vu, indispensables. C'est d'abord la liste des blocs qu'il constitue. Parce que vous l'avez bien compris, une blockchain est constituée d'un ensemble de blocs. Et puis on a dit que on mettait des transactions en attente tant que notre nouveau bloc n'était pas ajouté à la blockchain. Donc on a un tableau de blocs et un tableau de transactions. Ensuite, il y a quelques opérations dont on a besoin. La première chose, c'est d'être capable de soumettre une nouvelle transaction à notre blockchain. Donc là, c'est notre méthode NewTransaction qui est en train d'écrire Fabrice. Et une transaction, on l'a vu dans notre livre de registre tout à l'heure, ce qui la compose, c'est l'expéditeur de la transaction, le destinataire, et puis le montant en Bresscoin de notre transaction. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée une transaction. Alors on l'a simulé pas par un objet pour aller plus vite, mais par un dictionnaire qui est une structure assez basique en Python, qui ressemble grosso modo à du JSON. Donc pour les puristes objets, on aurait pu créer une classe transaction, c'était la même chose. Donc une fois qu'on a créé la transaction, on l'ajoute à la liste des transactions de la blockchain. Et on la retourne pour le contrat d'interface de l'API, on a besoin de la retourner, donc c'est pour ça que j'ai créé. Ensuite, une autre opération dont on a besoin, une fois que nos transactions ont été ajoutées, ce qu'on veut, c'est être capable, à un moment donné, d'ajouter un bloc à la blockchain. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'écrire. Donc on verra tout à l'heure quelles sont les composantes de notre bloc. Mais ce qui est important, c'est que donc on va instancier un nouveau bloc et ensuite on va ajouter ce bloc à notre blockchain locale. Pour l'instant, on sera toujours sur notre nœud et une fois qu'on l'aura ajouté, on le soumettra après au reste du réseau. Ce qui est important aussi dans cette étape d'ajouter un bloc, c'est que le bloc, pour qu'il puisse être ajouté à notre chaîne, il va falloir miner ce bloc. Donc on a un petit peu expliqué tout à l'heure ce que ça voulait dire. On va revenir dessus tout à l'heure quand on créera notre méthode. Donc allons-y, créons la classe bloc. Alors pour créer un bloc, le bloc a un certain nombre de propriétés. Il a d'abord une position dans la chaîne, en fait, qu'on modélise par simplement un entier qui représente un index. Il a ensuite un ensemble de transactions, qui sont les transactions que va porter le bloc. Et enfin, quelque chose d'important, c'est le résumé du livre précédent. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
ce qu'on fait souvent, c'est qu'on utilise une fonction de hash pour calculer le résumé de ce livre et le lien vers le lien vers le bloc précédent. Donc l'avantage de la fonction de hash, c'est que du coup on va avoir une représentation sous forme hexadécimale de notre ancien bloc, et surtout c'est que en place ça ne va pas occuper beaucoup de place, puisque quel que soit le nombre de pages qui vont composer notre livre, notre chaîne hexadécimale elle aura toujours la même longueur. Alors, un autre élément important dont on n'a pas parlé, c'est notre bloc qui va être constitué également d'un attribut qui s'appelle nonce. Donc, c'est le nom qu'on donne généralement à cet attribut. On va voir tout à l'heure qu'il va nous servir pour la preuve de travail. C'est un argument qu'on va faire varier pour faire varier le hash du bloc. Et la preuve de travail la plus répandue, souvent qu'on impose, c'est d'essayer de trouver un hash du bloc qui commence par qui a un certain format. Et donc pour faire varier ce hash, on fera simplement varier cette variable. Mais avant ça, on a besoin de quelques classes techniques pour réussir à faire ces opérations. D'abord, il faut qu'on soit capable de transformer cet objet dans une valeur textuelle pour pouvoir justement calculer son hash. Donc là, comme on expose notre bloc dans une API REST, en fait, la version textuelle en fait, va réutiliser notre objet sous format JSON. Dans un autre... ce qu'on trouve plus couramment, en tout cas quand on écrit la version texte d'un bloc qui va nous permettre de composer son hash ensuite, c'est plutôt une concaténation des attributs. Donc là, si on n'avait pas eu notre API REST, en fait, on aurait fait une méthode toString ou quelque chose comme ça, qui aurait été la concaténation de notre index, des transactions, de notre previous hash et de nonce. Là, c'est juste pour pas définir deux méthodes, puisqu'on aura besoin de notre méthode JSONify. On réutilise cette méthode-là, et la chaîne de caractères JSON, on va l'encoder et puis la hasher. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a fait nos petites méthodes techniques là, pour réussir à avoir le hash de l'objet. Et maintenant, on va s'intéresser à la preuve de travail. Alors la preuve de travail, elle a cette particularité qu'elle est très facile à vérifier, mais beaucoup plus compliquée à calculer. Ce qu'on fait généralement, donc ce que je disais, c'est qu'une des preuves de travail qu'on impose, c'est d'essayer de trouver le hash de l'objet tel que son hash commence par 2, 3, 4, 5 zéros, sachant que plus on impose de zéros en préfixe du hash, plus l'exercice est compliqué et plus il faudra de temps pour trouver une solution. Donc ici, cette fonction proof of work, elle va juste vérifier que la preuve de travail a été effectuée. Donc elle va juste vérifier que le hash de l'objet commence bien par un certain nombre de zéros, donc on va dire 4 par exemple. Donc est égal... Et souvent, cet indicateur, la 4, c'est ce qu'on appelle la difficulté. Pourquoi difficulté? Parce que comme l'a dit Fabrice, plus on va imposer de 0, plus ça va être compliqué de trouver un hash qui commence par x0. Donc on va le voir tout à l'heure dans la démo, mais 4 0, ça se résout assez facilement quand même. On va voir le nombre d'itérations qu'il nous faut, mais si on voulait une preuve de travail qui nous demande plus de travail, on augmenterait le nombre de zéros. Et donc pour résoudre cette preuve de travail, un algorithme assez naïf, c'est de dire que tant que la preuve de travail n'est pas vérifiée... Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, là, c'est dans cette étape de minage, c'est que malgré que nous, on est en train de travailler sur un seul nœud, là, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est en train de miner un bloc dans une vraie blockchain, dans un réseau peer-to-peer, c'est que tout le monde est en train d'essayer de miner le même bloc au même moment. Donc tout le monde est en train de travailler. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est ce qui aujourd'hui est un peu décrié quand on parle de gâchis d'énergie dans le Bitcoin, par exemple. C'est de ça qu'on parle. C'est qu'en fait, on va demander beaucoup de puissance de calcul et sur tout le réseau, en fait, on va demander à tout le monde de travailler et au final, il y en a un seul parmi tout le réseau qui va gagner.
Bon, maintenant qu'on a notre bloc qui est capable de miner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter notre blockchain. Donc tout à l'heure, on avait initialisé notre objet juste avec le tableau de blocs et les transactions. On peut maintenant lui ajouter le bloc initial qui est un bloc un peu particulier de la blockchain parce qu'il n'a pas de prédécesseur. Donc il a un index qui vaut 1, il n'a pas de transaction, donc un simple tableau vide, et il n'a pas de prédécesseur, donc son hash vaut simplement, le hash du bloc précédent vaut none. Il ne faut pas évidemment oublier de rajouter le bloc à la chaîne. Donc là, c'est ce qui nous permet d'instancier une blockchain au tout début de sa vie avec un seul bloc initial. Et puis c'est seulement par la suite qu'on va ajouter des transactions qu'on ajoutera dans des nouveaux blocs. Et donc maintenant, au niveau du nœud, quand on ajoute un bloc, ça veut dire qu'on crée un bloc qui a comme index l'index du bloc précédent plus 1. Donc, si on va récupérer ce bloc précédent, donc c'est l'index moins 1 en Python pour atteindre le dernier élément du tableau, on récupère l'index, on ajoute 1, et donc on crée bien un bloc qui a un index qui vaut 1 de plus que l'index précédent. Donc on incrémente de 1 l'index précédent, tout simplement. Ensuite, notre bloc, il va être composé de toutes les transactions qui sont en attente. Et puis, la dernière propriété de notre bloc, c'est le fameux résumé du bloc qui le précède, donc qu'on représente à travers notre hash. Donc, on va chercher le hash du dernier bloc de notre chaîne. Voilà. Une dernière chose qu'on n'a pas faite à l'issue donc une fois qu'on a ajouté le bloc, on va pouvoir le miner, c'est-à-dire effectuer la preuve de travail. On peut ajouter le bloc à la version de notre chaîne locale et on va réinitialiser les transactions à 0. Voilà. Donc, et on va retourner notre bloc. Ah oui. Je pense que ça me paraît pas mal. Alors ça, c'est pour éviter l'erreur qu'on a eu 30 fois quand on le répétait. Effectivement, ça se passe mieux après au niveau de l'API. Donc une fois qu'on a fait ça, on a codé un morceau de la blockchain qui permet à un nœud d'accepter des transactions et de générer une nouvelle version de la blockchain. Maintenant, si on se place dans un cadre où le nœud va essayer de communiquer avec d'autres nœuds et notamment de valider des chaînes qui viendraient de l'extérieur, il faut qu'on mette en place ce mécanisme qui permet de valider qu'une chaîne est valide. Donc ça, Frédéric, je te le demande, comment est-ce qu'on fait pour valider je pense une chaîne ? qu'on a besoin d'une méthode sur notre objet blockchain qui nous permettrait de valider l'ensemble de ces blocs. Parce que je me dis que si tous les blocs sont valides, alors notre blockchain doit être valide. Et comme il est d'accord avec moi, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc en fait, ça nous permet de valider, en fait, quand on est un nœud du réseau, de vérifier que quand on reçoit une autre version de blockchain, vérifier que l'ensemble est valide. Donc c'est pour éviter toujours à quelqu'un de corrompre la blockchain. Chaque nœud du réseau va vérifier que la blockchain qui lui est soumise est valide. Donc pour ça, on a deux choses à vérifier. La première chose, c'est que le nœud initial de notre blockchain, il est valide. Donc on l'a vu, il a quelques caractéristiques particulières, notre premier bloc. C'est que son index il soit bien égal à 1 et qu'il n'ait pas de bloc qui le précède, donc le résumé du premier bloc est bien nul. Donc là, c'est ce qu'on vérifie dans la méthode isFirstBlock valide. Ensuite, on va écrire la même méthode, mais pour tous les autres blocs de notre chaîne. Et donc, eux n'ont plus aucune particularité. On va vérifier les propriétés qui composent ce bloc. Donc pour ça, la première chose qu'on peut vérifier, je pense, Fabrice, c'est l'index de ce bloc. Oui, c'est une bonne idée, Fred. Donc en fait, pour valider l'index, on va juste vérifier que notre index, c'est bien l'incrément de 1 par rapport au bloc qui le précède. Et si jamais ce n'est pas le cas, on dit que notre bloc n'est pas valide. Si c'est le cas, on continue à tester l'ensemble des propriétés. Et la deuxième propriété qu'on va vérifier, c'est le hash du bloc qui le précède.
Donc on va vérifier que le hash du bloc qui le précède est bien égal au résumé du bloc qu'on a dans notre bloc courant. Si ce n'est pas le cas, toujours de la même manière, on dit que notre bloc n'est pas valide. Et ensuite, dernière chose intéressante sur la validité de notre bloc, il faut qu'on vérifie que la preuve de travail a bien été effectuée. Donc, pour rappel, que notre fonction de hash commence bien par x0. Et si toutes ces propriétés-là sont vérifiées, alors notre bloc est valide. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut mettre en place un algorithme assez facile, enfin une méthode assez facile qui va vérifier que tous les blocs d'une chaîne sont bien valides pour dire que la chaîne elle-même est valide. Donc là, on va réutiliser d'abord la fonction de validation sur notre premier bloc. Donc si jamais notre premier bloc n'est pas valide, alors notre blockchain n'est pas valide. Et ensuite, on va itérer sur tous les autres blocs qui composent notre blockchain et vérifier que chaque bloc est bien valide. Donc on utilise juste les deux méthodes qu'on a définies juste au-dessus. Donc en fait là on va récupérer notre bloc courant en fonction de l'indice de notre boucle et également le previous block, donc le bloc qui le précède. Et ensuite on va aller comparer les propriétés de notre previous block et de notre current block. Sachant qu'au-dessus on a bien vérifié la validité du premier bloc. Et donc on réutilise notre fonction isBlockValid à partir de notre current block et de notre previous block. Et si jamais on a réussi à parcourir l'ensemble de nos blocs et qu'ils sont tous valides, alors on va dire que notre blockchain est valide. Ok, très bien. Je crois que c'est pas si mal. Il nous manque une petite méthode technique qui va nous permettre d'avoir une version JSON de la chaîne qu'on va utiliser après, qu'on utilise dans notre contrat d'interface. Effectivement, on a créé notre version JSONify sur notre bloc. Maintenant, il faut son équivalent sur notre blockchain. Donc, de la même manière, pour transformer notre blockchain en JSON, on va parcourir l'ensemble de ces blocs et utiliser la méthode JSONify de chacun de ces blocs. Donc en Python, c'est assez facile de créer un tableau à partir d'une boucle. Donc on boucle sur les éléments de la blockchain et on transforme chacun des blocs en utilisant la méthode de JSONify qu'on a mis au point tout à l'heure. Et chacun de ces éléments finit par créer mis bout à bout, créer un nouveau tableau. Là, je crois que c'est pas mal. On peut essayer maintenant, je pense, de relancer l'API. Donc, ce qu'on a fait, juste pour résumer, donc du coup, on avait notre API avec son contrat d'interface. On a codé une méthode de blockchain qui permet de simuler le comportement d'un nœud, donc d'accepter des transactions, d'ajouter des blocs, de les miner, et même des méthodes qui permettent de valider une chaîne qui viendrait de l'extérieur. Donc, alors, juste un petit complément sur l'étape de minage. Là, en fait, on l'appelle étape de minage en référence à nos mineurs du 19e siècle, là, qui allaient dans les mines d'or et qui gagnaient leur argent en trouvant de l'or finalement, parce que ça avait de la valeur. De la même manière, dans une blockchain, en fait, on va leur demander de miner des blocs, et c'est seulement quand ils arriveront à miner un bloc qu'ils seront récompensés. Allez, on se lance, on croise les doigts et on relance l'API. Et alors là, on a codé notre objet bloc et notre objet blockchain dans le même fichier. On est d'accord que dans la vraie vie, si on n'avait pas... C'était juste pour éviter de switcher de fichiers là. Et dans la vraie vie, on aurait créé deux fichiers différents. Ok. Donc là, ça s'est lancé. On va voir si Fred est capable de se servir d'un clavier. Je lui laisse un peu. Et on va ouvrir un client REST pour essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. Ah, ouais, je l'ai surestimé, évidemment. Donc ici, c'est un client REST type Postman. Donc, oui, tu peux parler.
Donc on a quelques méthodes. Donc vous voyez à gauche, dans la colonne de gauche, on retrouve la méthode chaîne qui va permettre d'afficher la chaîne, donc il va appeler la méthode qu'on a vue tout à l'heure. En dessous, on a la possibilité de créer un bloc et de le miner, et on a la méthode également pour ajouter des transactions en attente à notre nœud. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà voir à quoi ressemble la chaîne locale? Oui, alors la première chose qu'on va essayer déjà, c'est de voir notre blockchain initiale. Donc pour le moment, on n'a créé aucune transaction, on n'a miné aucun bloc, et on va regarder dans quel état se trouve notre blockchain. Donc c'est là où on voit si Fabrice a bien fait son travail. Ouais. Et là on a de la chance parce que 9 fois sur 10, on avait une erreur 500. Bon, bah, cette fois-ci, on a bien notre blockchain. Et notre blockchain donc a... Ah, vous affolez pas, il y a 2 méthodes encore. Hein. Donc ah ouais, je suis pas sûr qu'on arrive à bien à zoomer avec celui-là. Je te laisse faire le plus. Ouais, je sais où. Ah si, on peut. C'est mieux là? Encore? Donc là, on voit en fait que notre blockchain est bien constitué d'un seul bloc et que ce bloc-là, il a l'index 1, qu'il est composé d'aucune transaction et que le résumé du bloc qui le précède, il est nul. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est essayer d'ajouter quelques transactions. Donc on a préparé un petit document avec voilà, des transactions. Donc là, notre ami Goulven a envie de donner 2 Bresscoin à Loïc. Donc on ajoute notre transaction. Ensuite, Goulven, il a envie de donner généreusement 100 Bresscoin à Nolwenn. Hop. Et admettons que Loïc, il ait envie de donner... Je suis perdu. Il a envie de donner 10 Bresscoin à Goulven. Hop, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, on a normalement 3 transactions en attente. Donc on a ajouté nos 3 transactions. On va vérifier l'état de notre blockchain maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pas de chance, il s'est absolument rien passé. Alors, à mon avis, c'est que Fabrice, il a raté quelque chose, il a mal codé. Alors évidemment, hein, comme vous l'avez tous compris, on n'a pas miné encore, donc les transactions ne sont évidemment pas dans la chaîne. Mais Fred, je suis sûr qu'il va réussir à nous faire ça rapidement. Effectivement. Donc là, en fait, nos transactions sont bien en attente. Personne n'a miné notre bloc, donc elles ne font toujours pas partie de la blockchain. Donc... Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter un bloc à notre blockchain et on espère qu'il va prendre en compte nos 3 transactions en attente. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc là, on voit que notre déjà, bloc, ça a marché. Ça a marché. Donc là, on a dépassé toutes nos espérances. Nos 3 méthodes fonctionnent, c'est vraiment formidable. Et on voit que notre bloc, donc, il est bien composé comme on l'attendait de nos 3 transactions en attente. Et je ne sais pas si vous avez vu, on a eu un petit temps de latence sur la réponse de l'API. Alors c'est pas parce que Fabrice a codé avec les pieds, c'est juste que l'étape de minage a duré quelques millisecondes. Et en fait, quand on regarde, si on essaye de savoir pourquoi ça a duré quelques millisecondes, c'est cette fameuse étape de preuve de travail qui a demandé à notre Mac de travailler un petit peu. Et c'est ce qu'on voit à travers notre attribut nonce ici. Il a fallu itérer un peu plus de 30 000 fois. Donc, il a fallu, notre boucle while, elle a fait un peu plus de 30 000 incréments. Si on avait, comme on l'a dit tout à l'heure, augmenté la difficulté et essayé d'avoir plus de 0 pour commencer, évidemment, notre nonce, il aurait eu une valeur plus grande. Il aurait fallu parcourir la boucle plus de fois pour trouver un hash commençant par 10 0, par exemple.
et donc le temps de réponse aurait été plus long. Et c'est vraiment ce qui est fait sur la chaîne Bitcoin pour essayer de stabiliser le nombre de blocs minés par heure. Donc il joue sur cette difficulté pour essayer de faire en sorte qu'un bloc soit miné à peu près à l'intervalle de temps régulier. Et alors ce qu'on peut voir aussi là, c'est que le previous hash, il commence pas par 4.0. Alors ça, c'est un petit peu décevant, mais c'est parce que le premier bloc, lui, il n'a pas fait de preuve de travail. Par contre, si on ajoutait une nouvelle transaction... Juste avant, j'aurais bien aimé voir notre blockchain quand même. Ah oui, c'est une bonne idée. Allons-y. Regardons la blockchain. Et donc on voit ici, alors c'est peut-être pas très beau, mais on voit bien qu'ici on a le premier bloc et qu'on a le deuxième qui apparaît ici avec l'ensemble de ces transactions. Et donc si on revient pour ajouter une nouvelle transaction, on va donner un peu d'argent à Fred, il l'a bien mérité. On va lui donner 100 Bresscoin, ne les dépense pas n'importe comment Fred. Hein. Et on va miner. Et cette fois-ci, on constate bien que le previous block, donc le bloc qu'on a miné précédemment, il commence bien par 4.0. Donc pas le bloc qu'on vient de miner, mais bien le premier bloc qu'on a miné tout à l'heure. Et le bloc qu'on vient de miner, évidemment, il commence aussi par 4.0, mais on ne le verrait que si on minait un dernier bloc. Ok. Bon, voilà, alors nous on a fait le tour de ce qu'on voulait vous montrer par rapport au code. Donc l'idée c'était vraiment d'essayer de vous montrer l'approche qu'on avait eue pour essayer de comprendre comment ça marchait, d'essayer de le coder en live pour bien rentrer dans les mécanismes de minage et de preuve de travail qui ne sont pas forcément des mécanismes qui sont très clairs quand on lit la littérature. Donc j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur ces aspects-là. Donc, pour rappel, par contre, c'est juste une petite découverte personnelle. Aujourd'hui, on n'utilise pas, nous, la blockchain dans le cadre de notre travail chez Page Jaune, en tout cas pas encore. Et donc, on a mis sur ce slide le lien vers le dépôt GitHub de notre démo qu'on vient de vous faire là. Donc, vous allez retrouver exactement les mêmes sources que celles qu'on vient de coder ensemble. Ce qu'on espère, c'est que c'est de bientôt devenir riche, et pour ça on compte sur vous. Donc, comme on n'a pas toutes les compétences nécessaires, on espère que vous allez forker notre repo, et n'hésitez pas à nous proposer des pull requests, et on espère dépenser beaucoup de Bresscoin au Bresscamp l'année prochaine. Et on aura une autre version en Java, parce qu'on a eu un petit débat, est-ce qu'on fait la presse en Python, en Java? C'est Fabrice qui a gagné. Et comme c'est Fred qui fait la partie Java, donc c'est pour ça qu'il n'y a que le code Python sur GitHub. Et en fait, c'est le TGV qui va beaucoup trop vite maintenant entre Paris et Rennes, et j'ai pas eu le temps de finir de le coder dans le TGV. Mais très bientôt, vous allez avoir l'équivalent du coup de ce qu'on vient de vous présenter en Python, en Java. Sur le même dépôt. On sait que c'est pas facile, mais bon, on espère que quelqu'un va avoir le courage de se lancer pour la première question. Donc, on a le temps de faire quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Sur le Bitcoin, c'est vraiment le même principe d'avoir le début du hash et une certaine valeur. Ouais, c'est exactement cet algorithme-là. Oui. Alors la question c'était, est-ce que sur le Bitcoin, l'objectif de la preuve de travail, c'est bien de trouver un hash qui commence par x0? Donc à ma connaissance, la réponse est oui. Par contre, ce qu'on a oublié de dire, c'est que quand on résout la preuve de travail, nous on a pris un algorithme un peu naïf qui fait juste un incrément de 1 sur notre attribut nonce. Si on a quelqu'un qui a exactement le même algorithme que nous sur le réseau, et qu'il a un tout petit peu plus de puissance de calcul, on est sûr qu'il va nous battre à chaque fois. Donc c'est une approche très naïve de comment résoudre la solution. Donc ce qui va changer en fait entre les différents nœuds du réseau, c'est l'algorithme qui permet de trouver le bon hash. Tout le monde ne va pas essayer de le résoudre en incrémentant de 1 l'attribut nonce. Mais c'est systématiquement par contre des énigmes qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul. Hein. Donc effectivement, c'est ce qui fait un petit peu c'est ce qui effraie un peu tout le monde aujourd'hui quand on parle de blockchain. Mais il faut savoir que là, on a pris l'exemple de la preuve de travail. Il y a plein d'autres façons de fonctionner d'autres blockchains. Par exemple, la blockchain Ethereum
au tout départ fonctionnait aussi sur une preuve de travail, donc qui demandait de la puissance de calcul, beaucoup d'énergie, etc., etc., et qui sont maintenant passés sur des preuves de valeur. Donc l'équivalent en fait de preuve de travail, preuve de valeur, c'est que plutôt que de demander aux gens de la puissance de calcul pour résoudre un algorithme mathématique, en fait pour avoir le droit de miner des blocs sur la blockchain Ethereum, on leur demande de posséder un certain pourcentage de la monnaie Ether. Donc si on fait l'image, pour avoir à peu près 1% de chance de miner un bloc sur la blockchain, il faut posséder à peu près 1% de CPU du réseau. Pour avoir l'équivalent sur Ethereum, il faudrait posséder 1% de tous les Ethers pour avoir les mêmes chances de miner un bloc. Et il y a d'autres mécanismes, je ne les connais pas tous, mais il y en a d'autres que la preuve de valeur et la preuve de travail. Et juste pour revenir un tout petit peu sur l'histoire de la preuve de travail, hein, faut bien voir que c'est hyper consommateur en énergie parce que il n'y a qu'un seul nœud du réseau qui gagne à chaque fois. Hein. Et donc il y a 99% des mineurs qui perdent et donc qui effectuent des énormes calculs pour rien en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment énergivore et que ça pose vraiment des problèmes écologiques. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi j'ai une question sur comment les nœuds ils vérifient que, parce que vous avez créé des transactions, mais comment ils vont vérifier qu'en fait un échange de coins il est valide? Comment je sais que Fred il avait ça et il peut donner à je sais plus Nolwenn ce que vous avez. Alors ouais. En fait, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans un node de blockchain, en fait, on est capable de, chaque nœud contient l'intégralité de la blockchain. Donc, en fait, si on rejoue l'ensemble des transactions de tous nos registres, en fait, on est capable de connaître le solde de chaque personne. Et en plus de ça, on peut vérifier certaines propriétés. En fait, là, on transporte des transactions, mais on peut transporter ce qu'on appelle des smart contracts. C'est des petits programmes qui sont exécutés à chaque fois qu'on reçoit les transactions. Donc, c'est aussi une manière de faire des vérifications plus fonctionnelles sur par exemple, la validité d'une transaction. Mais pour l'état initial, comment ça se passe? Comment on sait la quantité de coins qu'il y a et qui les a en fait? Alors en fait, initialement, au tout début de la blockchain, il y a un certain nombre de Brestcoins qui seraient mis en circulation. Et en fait, ils seraient distribués dans le réseau auprès des premières personnes qui viendraient miner les blocs. Donc en fait, ça demande un investissement des personnes qui mettent en place la blockchain au tout départ. Et c'est seulement après qui seront récompensés. Bonjour. Moi j'avais une question, c'était par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum. Je sais que le Bitcoin a un nombre de hashes qui sont définis, donc il y a un nombre limité de Bitcoin, mais je crois que c'est pas le cas pour l'Ethereum. Et en fait, je voulais savoir comment était définie cette limite. Est-ce qu'elle est arbitraire ou est-ce qu'elle est justement calculable? Alors, là, ça dépasse mes compétences, mais en tout cas, ouais. J'en ai aucune idée. Sur Ethereum, je ne saurais pas dire non plus. Je sais qu'on peut calculer la date de la dernière émission du dernier Bitcoin, là, qui doit arriver en 2140 ou quelque chose comme ça, par le fonctionnement propre de la chaîne. Sur Ethereum, je ne sais pas du tout, je ne saurais pas te répondre non plus. Mais en général, le nombre de blocs est limité volontairement, en fait. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait un consensus pour valider un bloc. Or, vous disiez également qu'il fallait 50% de la chaîne, enfin contrôler 50% des blocs de la chaîne pour la corrompre. Et du coup, elle est où la part de contrôle, entre guillemets, dans le fait de posséder les blocs? La part de contrôle, en fait. Pourquoi est-ce que quand on possède 50%, on peut tout de même parvenir à corrompre la chaîne alors qu'il faut le consensus apparemment pour valider un bloc?
Alors, l'algorithme de consensus, en fait, ça vient de... Les histoires de consensus, ça vient d'un problème mathématique, en fait, des généraux byzantins. Donc, le problème général, c'est celui-là. C'est quand on a le problème, on a des généraux byzantins qui peuvent communiquer ensemble que par message et qui doivent se mettre d'accord sur un plan de bataille pour prendre une place forte. Et du coup, il y a on parle de consensus, mais ça ne veut pas dire que c'est l'unanimité. Mais pour résoudre ce problème, en fait, ce qui est prouvé, c'est que il faut au moins avoir 51%, enfin plus de 50% de messages corrompus, enfin de généraux corrompus, pour pouvoir falsifier les messages et permettre de mettre en place un plan de bataille qui ne serait pas valide. Avez-vous d'autres exemples concrets d'utilisation de la blockchain que la crypto-monnaie? Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a tout ce qui est intermédiation pour du covoiturage, pour de l'énergie solaire. Après, il y a d'autres cas pratiques, il y a peut-être même des gens dans la salle qui aujourd'hui l'utilisent, par exemple pour la traçabilité, entre autres sur les produits venant de l'agriculture, la traçabilité de la viande, des choses comme ça. Après, il y a aussi demain, peut-être que les contrats qu'on signe chez un notaire, ils seront dans une blockchain. Enfin, il y a peut-être tout ce qui est signature électronique, tout ce qui est vote électronique. Il y a plein de cas d'usage en fait. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien que les cas d'usage partent toutes d'un même constat, c'est qu'il y a un manque de confiance quelque part. Donc en fait, au lieu de placer sa confiance envers un tiers comme une banque par exemple, j'ai toute confiance en ma banque, donc je la laisse gérer toutes les transactions. Là, dans le cadre d'une blockchain, on place notre confiance dans un programme informatique. Donc c'est pour ça que très souvent, idéalement, le programme informatique, forcément, il doit être en open source. Pour que les gens qui soient compétents puissent évaluer l'algorithme dans lequel ils mettent leur confiance. Bonjour, j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos sur le côté peer-to-peer et comment est-ce qu'il y avait la duplication des données d'un nœud à l'autre du réseau. Alors, moi je ne connais pas les détails, hein, tout ce que alors, on ne s'est pas intéressé vraiment très profondément à cette partie. Ce qui ressort, c'est qu'en fait, ça passe par broadcast en fait. Donc, un nœud reçoit une information, il la broadcast au nœud voisin et l'information se diffuse comme ça. C'est comme ça que je vois les choses et tel que je les comprends en tout cas, je pense que ça se passe comme ça, mais je n'ai pas plus de détails. Et l'ensemble des données est broadcasté en fait. Ce qui est broadcasté, c'est pas uniquement le bloc qu'on vient de miner et puis la soumission de la blockchain, c'est aussi toutes les transactions qui sont émises sur le réseau. Donc théoriquement, tous les nœuds du réseau ont connaissance de toutes les transactions avant leur minage. Bonjour, une petite question. J'ai vu que des banques se lançaient dans les blockchains privées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est encore viable en termes de confiance? Alors, en fait, les blockchains privées sont un peu décriées. En fait, on m'aurait posé la question il y a quelques temps, j'aurais dit qu'une blockchain privée, c'était un non-sens, parce que toute l'idée qui repose derrière une blockchain, c'est d'abord d'avoir quelque chose de public, un code open source, etc., etc. Et après, je suis un peu plus mitigé aujourd'hui. En fait, j'ai pas une idée forcément arrêtée sur la question. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une blockchain privée, déjà, c'est un premier point de départ. Parce que peut-être que dans notre premier cas d'usage, on n'aura pas envie d'aller écrire des smart contracts et les publier directement sur une blockchain publique. Parce qu'il faut savoir que s'il y a un bug dans une blockchain, on n'a pas le droit d'aller modifier le code après. Donc la seule façon de résoudre un bug à notre blockchain,
c'est de créer un fork de cette blockchain et espérer que la précédente, elle finisse par être tuée, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Après, l'autre idée qu'il faut avoir en tête, c'est que une blockchain, elle a de sens que s'il y a un manque de confiance quelque part dans la chaîne. Si c'est une blockchain privée entre que des gens qui se font confiance, l'intérêt, il est très très limité. Sauf peut-être pour des startups qui ont envie d'attirer des investisseurs, mais au-delà de ça, l'intérêt technique, à mon point de vue, en tout cas, il est très limité. Merci. Merci.